Salut à tous, revue de presse un peu en avance parce que je dois partir tôt. Je suis à Dijon, certains d'entre vous le savent peut-être parce que j'ai fait un post Facebook. Alors si vous êtes sur je savais pas où le mettre en fait. Voilà, j'ai perdu ma maman samedi matin. Et donc je suis à Dijon avec mon papa pour s'occuper de l'enterrement, tout ça. Voilà, donc c'est une revue de presse qui sera courte, qui sera le lundi, qui sera... voilà, qui sera toute la semaine va être un peu comme ça. C'est un moment personnel. Voilà, je vous le dis comme ça, vous comprenez un peu pourquoi ça va être encore plus chamboulé que d'habitude. Alors l'avantage, c'est quand je suis chez mes parents, j'ai à Dijon, j'ai une super connexion. Et puis l'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui vit à Dijon. Dans le quartier de la Fontaine-Douche, c'est pas très loin. Je vais aller voir si je peux voir sa moumoute. Donc bonjour à tous, tous les modernos, les modernas, les je sais plus comment on vous appelle, les jeunes gens modernes, moi je préfère. Merci d'être là pour la revue de presse. Alors normalement on est là pour rigoler les gars, donc on va rigoler, vous inquiétez pas. Show must go on, hein, comme dirait Christophe Castaner. Non, je sais pas pourquoi lui d'ailleurs. Et puis en parlant de show, je sais pas si vous avez vu, tout le monde va en parler aujourd'hui, c'est la baffe de Will Smith aux Oscars. Alors on ne sait pas si c'est scripté ou pas, mais apparemment non, regardez, tout le monde va en parler toute la journée. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? that was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. Et voilà, comme à la télé, c'est les Oscars, c'est du cinéma évidemment, l'alopécie quand on perd ses cheveux. Voilà, Will Smith qui a été oscarisé apparemment, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, j'ai envie de dire, c'est bientôt la fin du monde. Hein. Enfin moi personnellement, j'ai pas trop suivi, vous comprendrez pourquoi, mais pour les autres, je sais pas. Bon après, ça s'appelle l'entertainment. D'ailleurs, à propos d'entertainment, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui se demande mais où sont passés les artistes en politique? Eh ben oui, ils fuient la campagne cette année. On sait pas où ils sont. Il y en a une qu'on a retrouvée hier, c'était au meeting de Yannick Jadot, c'était Yael Naïm, c'était la seule qui a dit bon allez, je vais faire un petit concert, allez, bon ça va. Tranquille, petit concert. Tous les autres en fait ferment leur gueule en disant non mais tu comprends, on perd du public. Il n'y a que François Berléand qui est super content d'être pro-Macron, qui dit mais c'est le meilleur président, mais qu'est-ce que vous nous emmerdez de toute façon, hein, ça va pas changer. Quant aux autres artistes, on se rappelle de Doc Gynéco, Faudel, hein, ça leur a pas réussi de soutenir Sarkozy, ils ont mal fini, hein, alors que Sarkozy lui n'est toujours pas en prison, hein, tout va bien, mais quand tu es artiste et que faut faire attention à qui tu soutiens. Moi j'étais très content de recevoir le soutien de Faudel, quelqu'un que j'appréciais, Doc Gynéco aussi. Les jeunes aimaient beaucoup Doc Gynéco, je sais pas ce qui s'est passé, il est devenu tout gros. Un truc du genre. En tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, il y a Princesse Erika qui s'affiche avec Jean-Luc Mélenchon, mais elle ne fait pas les meetings. Elle dit juste, voilà, elle avait été approchée par Ségolène Royal. Elle a dit non, stop. Il y a ceux aussi qui avaient fait quelques tours de piste pour Ségolène Royal, mais qui ont dit, bon, depuis, voilà. Et ils gardent leur vote pour eux. Même si certains s'engagent, le poteau Yvan Le Bolloc, hein, qui est pour Mélenchon également, Bruno Gassio à l'Union Populaire. Côté Zemmour, c'est très calme. Hein. Il y a Gaspard Proust hein, qui s'est engagé aussi sur la piste de Valeurs Actuelles, hein, clairement, qui a fait son coming out. Sinon, bon, c'est quand même globalement des artistes qui préfèrent fermer leur gueule. Ah puis bien sûr, il y a Pierre-Emmanuel Barré, évidemment aussi, qui est à gauche toute et qui est très drôle. Voilà, et puis pour ce qui est des autres artistes, eh ben, ils sont à la campagne, hein, ils essaient d'être gentils. Puis alors ça me fait mal, parce que Vincent Lindon, quand même, c'est quand même ce qui se fait de mieux hein, d'hypocrisie générale. Et je pense qu'il y a un truc qui a décrédibilisé la parole des artistes à jamais, c'est leur silence pendant les Gilets jaunes.
Hein. Si tu étais artiste, si tu as un peu d'empathie, si tu voyais, là, tu montais au creux, tu disais, ce gouvernement est un gouvernement dangereux pour nos libertés qui massacre les manifestants. Et là, ils ont fermé leur gueule. Alors, je sais pas pourquoi, ils avaient autre chose à faire, hein, ils étaient en répète, je sais pas. Mais là, tu sens que les mecs avaient plus rien à dire. Puis le Covid leur a bien fermé la gueule aussi. Bon, ça a bien fermé les salles. Alors, t'as eu un moment, hein, Fabrice Lucchini qui avait gueulé. Mais c'est quoi, on ferme tout? Et puis, il a dû recevoir un coup de fil de Brigitte. Bon, écoute, Fabrice, tu comprends, tu peux pas dire des choses pareilles. Donc, du coup, là, il a fermé sa gueule. Et puis il faut savoir que tous les producteurs, hein, propriétaires de salles de théâtre à Paris, sont macronistes. Hein, donc ça permet de bien fermer la gueule des artistes. Et puis l'art subventionné, ça permet de faire ça aussi. Voilà, donc au revoir les artistes. Ciao l'artiste, hein, ciao, salut, ça fuit la campagne. Et voilà. Alors ce soir, pourquoi le Parisien aujourd'hui en France fait ça? Parce que ce soir, il y a un petit concert pour la gentillesse. Un truc d'artiste où ils se mettent tous d'accord pour dire il faut ce qui nous unit plus que ce qui nous désunit. Très bien. Très très bien. Et puis, je vous dis que j'ai pas de chance, mais c'est... Oui, donc je suis à Dijon pour voilà, les obsèques de ma maman. Et figurez-vous qu'Emmanuel Macron est là aujourd'hui, juste dans le quartier, pas très loin. Donc je vais essayer d'aller fureter, hein, voir combien il y a de CRS, voir la mise en scène un peu d'un déplacement du candidat Macron avant son grand meeting à Bercy. Non, pas à Bercy d'ailleurs, je sais pas où. Regardez le meeting McKinsey qui se prépare, ça promet. Hein, et regardez ça. Là, on a 29 000 quand on fait ça comme ça, c'est ça? Si on met des sièges en bas... 7 000 sièges. C'est 3 fois Bercy, là. Une fois qu'on est là, la scène elle est comment? Le centre ici, on est quasiment dessus. Ce que je voudrais, c'est pas une écriture de meeting. Je voudrais un truc plus d'un effet d'événement sportif, un truc plus charnel. Okay. Qui est une forme de... Moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. Et là, Brigitte arrive et elle fait son discours. T'es prêt? C'est génial. T'es prête? Jean-Brigitte arrive. Et le mec va plus, bam, tac, événement sportif. Hein. Donc là, tu sens bien que c'est quand même... Alors, il peine à remplir. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a un concours des meilleurs macronistes pour ceux qui vont ramener du monde au meeting. Alors, si tu ramènes plus de 10 personnes, je sais pas, t'as une photo dédicacée de Macron. Si t'es encore meilleur, t'as même un peu de temps avec un ministre. Si t'es vraiment très très bon, tu peux aller au QG de campagne. Alors là, si t'es le meilleur, t'as un petit temps avec le candidat qui dit merci, puisqu'il veut dire merci à 30 000 personnes. Donc, il sent bien quand même que 30 000, ça fait beaucoup, il a peut-être visé un peu trop, hein. C'est pas les sondages, faut pas y croire Manu, c'est pour rigoler. Et lui, il y croit. Donc voilà, donc il va faire ce qu'il peut faire. Hein. Ça va être assez particulier. Vous pouvez réserver en ligne, hein, pour aller à cet événement et ne pas y aller. Il y a tout un truc sur Internet en ce moment de gens qui réservent des places pour évidemment ne pas y aller. Et puis sinon, il y a des figurants qui vont arriver, évidemment. C'est le train de la hype. N'hésitez pas à vous abonner. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous pouvez vous abonner via Twitch ou bien nous soutenir avec Patreon. On compte sur vous. Elle va être très courte ce matin, je m'en excuse. Et puis toute la semaine, ça va être un peu particulier. Et puis aujourd'hui, lundi 28 mars, vous savez quoi? C'est le moment où l'égalité du temps de parole doit être respectée. 2 semaines seulement, c'est tout petit, 2 semaines où chaque candidat va avoir le même temps de parole. Puisqu'avant ça, c'était l'équité. Donc c'était celui qui était le plus haut dans les sondages, celui qui a le plus d'élus, celui qui fait le plus de machin. Donc là, on se rend compte que les matinales changent complètement, hein, d'horizon. Hein. Waouh! Et là, tu te retrouves sur RTL avec Nathalie Arthaud. Qu'est-ce qui se passe? Et là, sur France Info, c'est Philippe Poutou. Mais c'est un truc de dingue! Bon, pour le reste, c'est comme d'habitude. Hein. T'as toujours Attal qui est quelque part. Chiappa, ils l'ont débranché. Là, t'as plus que 2 qui ont le droit de parler. Hein. C'est Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Et éventuellement, un peu de temps en temps, Véran, ils l'ont sorti ce week-end. Et puis voilà, et puis ils vont le rentrer. Il était chez Ruquier samedi soir pour dire que les vaccins, c'était top. Même si c'était pas... Ça, enfin bref, vous savez, c'est Olivier Véran, quoi. Et Adrien Quatennens, face à lui, a été magistral pour expliquer que les cabinets de conseil, c'était bien quand même une énorme arnaque qui mériterait quand même qu'on aille au pénal. D'ailleurs, tiens, c'est Emmanuel Macron qui commence à avoir un peu peur de cette affaire McKinsey. Écoutez ce qu'il disait, il était invité sur France 3 ce week-end. Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Mise en concurrence, transparence,
responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Alors, sur le Article non-paiement 40. de l'article, Donc- le non-paiement, pardon, de l'impôt sur les Non sociétés. mais là, il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux. Il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète. Cour des comptes, Assemblée dans leur travail de contrôle de l'exécutif, pour dire les choses. Ensuite, moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué? Je ne suis pas De persuadé tous les gouvernements. je suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y ait eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète. Et regardez les chiffres. Regardez aussi comment les choses ont évolué, en particulier sur les 18 derniers mois. Parce que quand il y a eu la crise, quand tout le monde est sur le pont, quand vous avez des ministères qui sont jour et nuit au travail, qui font appel, et je les en remercie, à des réservistes, à des bénévoles, qu'ils demandent des prestataires extérieurs pour les aider, ne me choque pas. Il faut que ce soit transparent, il faut que ce soit justifié, et il faut que compte soit rendu de la mission. Soyons Alors, sérieux. 30 Donc ça, secondes pour terminer. transparence, et s'il y a un problème, il y a des juges et une justice. Non, allez, tais-toi. C'est indéfendable, en fait. Tu veux qu'on aille au pénal? Écoute, on n'a pas pu aller te chercher. Il y avait 4 compagnies de CRS avant qu'on puisse arriver à te dire bonjour. Maintenant, si tu veux qu'on aille au pénal, on peut y aller. Parce qu'en réalité, ces entreprises ne payaient pas d'impôts. Oui, les règles étaient celles qu'elles étaient. Et tu ne les as pas changées en 5 ans. Et tu veux nous faire croire que tu vas le faire maintenant. Mais tu te fous de qui, sérieusement? Et quoi? Tu sais quoi? Tu savais très bien, de toute façon, puisqu'un rapport dès 2019 ou 2020 faisait état de l'optimisation fiscale de ces firmes. Et le problème, c'est pas que oh là là, mais elles ont le droit parce que c'est les règles. Mais bordel, c'est qu'est-ce que ça fout là, ces firmes au cœur de la machine de l'État, à prendre des données qui sont censées être sous le sceau du secret défense, puisque certains cabinets de conseil font même du conseil pour ce qui est du domaine de la défense nationale. C'est proprement scandaleux. Ce qu'il faut savoir, c'est que McKinsey est au cœur aussi de la campagne 2017 d'Emmanuel Macron. Ils sont plus d'une dizaine à avoir fait campagne pour Macron et des anciens de McKinsey. C'est aussi le pantouflage, les revolving doors, le passage d'un cabinet de conseil au cabinet ministériel. Et puis, c'est cette façon de faire que le coucou, McKinsey, fasse son nid au cœur des institutions de la République. Résultat des courses, on a eu quoi? Des mesures de merde pendant le Covid, d'auto-attestation, de nudge, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, pour nous prendre pour des cons, pour nous traiter comme des cons au niveau mondial. Et après, les mecs comme Véran étaient là, mais ils font pareil, regardez, dans l'autre pays. Bah oui, évidemment, c'est les mêmes consultants. Et lui, voilà, il trouve ça normal. Mais on va y aller au pénal. Alors, le parquet national financier est en train de dormir. Il a autre chose à faire, puisqu'il ne s'agit pas d'un emploi fictif de Pénélope Fillon ou d'un costard. C'est bien dommage, parce qu'en pleine campagne, cette affaire McKinsey, elle est la bombe qui décrédibilise Emmanuel Macron et qui le disqualifie à jamais. On parle là vraiment de conflit d'intérêts depuis le début de ce quinquennat. Là, c'est le conflit d'intérêts majeur, puisque McKinsey était conseillé à la fois des labos comme Pfizer et du gouvernement pour faire les politiques de vaccination. C'est proprement scandaleux. Et là, derrière, le mec essaye de s'en sortir avec une pirouette en disant « Mais on va changer les choses. Mais 5 ans, t'as rien changé. Et tu as utilisé ces cabinets de conseil pour maltraiter les Français. » Et ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis très colère, les enfants. Je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Donc maintenant, c'est de la traîtrise, ouais. Ce président McKinsey m'insupporte, vous le savez, donc voilà. Et faire que le journaliste lui réponde pas, mais attendez, vous trouvez ça normal que des entreprises privées anglo-saxonnes dictent les politiques publiques? Alors il va dire non, ils sont là pour nous conseiller, mais conseiller de quoi? À quoi ça sert de faire l'ENA si c'est pour être aussi nul? Alexis Colère. Ouais, mais ça s'écrit pas pareil. Ouais. Voilà. Pas de vague. Non mais voilà, donc bon, merde à la fin. Donc voilà, heureusement, pendant 15 jours, on va entendre Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, on va avoir un peu plus de lutte des classes sur les ondes, et ça fait du bien parce que, voilà, les médias bourgeois sont là pour vous dire tout va bien, c'est normal, faut travailler jusqu'à 65 ans, faut réduire la dette. Non. Et puis les macronistes sont bien emmerdés avec cette règle de l'égalité. Avec toutes ces règles à con, c'est l'enfer. Ah bah si tu savais, tu te rappelles l'auto-attestation, tu te rappelles les amendes pour l'apéro sur la plage, tu te rappelles le masque en intérieur. Oh dis donc, tu te rappelles qu'il fallait être à cloche-pied les jours pairs parce que seulement si t'allais faire tes courses parce que c'était le confinement. Tu te rappelles le couvre-feu. Ah ouais.
Ouais, les règles à la con, ouais, vous en connaissez un rayon, les gars. Et oui, alors, réunion des communicants du gouvernement organisée à Matignon le 17 mars pour marteler les consignes. Évitez le couac, très peu de ministres qui existent. On a débranché tous les mecs qui disaient n'importe quoi. Tout ce qui reste, ben voilà. Et on voit plus Jean-Michel Blanquer, par exemple. C'est quelqu'un. Jean-Michel Blanquer, on le voyait tout le temps, on le voit plus. C'est fini. Et puis, ça va se resserrer encore à partir du 2 avril, voilà. Avec Macron qui va faire quelques matinales et Macron qui refuse bien sûr le débat avec les autres candidats. Libé qui titre sur l'abstention. Attention, abstention maximale. L'abstention, ça sert évidemment le candidat sortant comme Emmanuel Macron et puis les partis qui sont mobilisés. Donc c'est les boomers de droite qui vont voter. Eux, ils ont pris l'habitude, donc ils y vont. Donc les gars, si vous êtes jeunes, si vous pensez qu'ils sont tous pourris, si vous pensez qu'il ne faut pas voter, si vous pensez que ça ne sert à rien, sachez que ça va continuer et ça va continuer à saigner et ça va continuer à être des politiques ultralibérales de vieux boomers de droite. Donc il faut aller voter simplement, juste pour équilibrer les votes. Donc mobilisez-vous, votez pour le tabouret, votez pour qui vous voulez, votez Mélenchon, votez Jadot, votez Poutou, votez Artaud, votez Zemmour, votez Dupont-Aignan, votez Pécresse. Oui, il y en a qui le font, je sais pas pourquoi, mais ça, bon, c'est des trucs. Ça va, Michel? Oui. T'es sûr que tu veux vraiment voter Valérie? Oui. J'ai fait mon choix. Mais t'es sûr, Michel, tu veux vraiment voter pour Valérie Pécresse? Valérie Pécresse qui savait pas c'était quoi le minimum, c'est le seuil de la pauvreté. Oh, je sais pas, le seuil de la pauvreté en France, c'est de 100 balles. Elle pensait qu'un pauvre était encore plus pauvre que ce qu'il est déjà. Et après, quand on lui explique, non, c'est 1000... Ah, mais dis donc, ça fait beaucoup, dis donc, nos pauvres, ils sont riches en France. Tu sais, tu sentais que l'énarque était en train de dire, mais j'appelle pas ça un pauvre, moi, 1200 par mois. J'appelle ça un nanti. Bon, elle est milliardaire, elle est millionnaire, mais bon, tu te dis non. Donc Michel va voter même Valérie Pécresse, par exemple. Jean Lassalle, vous pouvez voter Jean Lassalle. Rendez-vous la chance que vous avez. Quel pays au monde peut sortir un candidat à la présidentielle comme Jean Lassalle? La France. Bah voilà, vous pouvez voter pour lui. Et puis qui reste? Ah bah si, il reste Roussel. Vous pouvez voter pour la bonne viande. Il a fait un gros meeting là. Le PC, le Parti communiste français qui n'a plus rien de révolutionnaire. C'est le dernier parti de gauche qui a oublié la lutte des classes. Mais c'est des choses qui arrivent. Non, enfin c'est la lutte des classes mais dans l'autre sens. Je salue les camarades communistes qui font un travail de terrain phénoménal, voilà, et qui, voilà, mais non, mais c'est bon, allez, donc votez, parce que l'abstention, regardez, voilà, c'est déjà en 2017, c'est ce qui nous a donné Macron, donc on va éviter, 50 plus, bon, pour donner un œil, un rein, un bout de foie, ou je sais pas, on va essayer d'éviter, on va garder tout ce qu'on a de rognon. Hidalgo, j'avais oublié Hidalgo. Ouais, non, mais Hidalgo, je pensais qu'elle avait arrêté, en fait. Il y a Lionel Jospin qui va voter Hidalgo. Delanoë, il vote Macron. En fait, les mecs, ils sont là, ils disent, Hollande, il dit non, mais je vais voter Hidalgo aussi, parce qu'ils votent Macron en vrai, mais bon, pour faire semblant, les mecs devant les micros, ils disent oui, je vais voter Hidalgo. Après, c'est peut-être des blagues, tu sais, ils se font peut-être des petits paris, genre, allez, vas-y, Lionel, t'es pas capable de dire que tu votes Hidalgo. Comment ça, je suis pas capable? Allez, il se fait chier, tu vois, le mec à l'île de Ré et tout. Bon, d'accord. Bon, je peux le dire dans les médias? Ouais, fais un communiqué de presse, vas-y. Et voilà. Pardon pour la pub. Alors, la pub, il faut s'abonner pour plus la voir. C'est Jeff Bezos qui la met, je suis désolé. Ça nous permet quand même de pouvoir parler, d'être en live, de dire des bêtises. Voilà, donc c'est assez triste, la pub. Je sais. Mais c'est quand même important. Attendez, voilà, je remets la chatbox. Voilà. Ah, elle me manquait, la chatbox. C'était parce que j'avais plus de réseau, je l'avais enlevé. Ouais, ils font chier avec leur pub. Fais un break pendant la pub, mais je sais pas. Voilà, j'ai suspendu les annonces, je peux le faire. C'est la revue de presse du monde moderne. Pendant la pub, n'hésitez pas à la partager un maximum sur vos réseaux sociaux, à en faire la promo, le bouche-oreille. Surtout qu'il ne reste quasiment qu'un quart d'heure. Ça va aller très vite. Le dos droit, pardon. Oui, je fais ce que je peux. Allez. Donc, pas l'abstention, s'il vous plaît. Sinon, l'abstention égale Macron. Ah, j'ai oublié Le Pen aussi. Vous pouvez voter Le Pen. Le Pen qui a été très malmené dans les Antilles. Alors,
il y a un petit souci aussi, c'est la peur du vide qui monte dans le camp Macron. Rien n'est joué, répète en chœur le président candidat et ses proches. Vraie crainte d'un accident dans les urnes ou stratégie pour mobiliser l'électorat. Alors comme Macron, il a les vrais résultats des sondages, il sait qu'il n'est pas du tout à 30%, hein, il n'est même pas à 28%, il sait que ça va être chaud, hein, et qu'il n'y aura pas de front républicain cette fois-ci. Hein. S'il est face à n'importe quoi, les gens vont voter n'importe quoi pour virer Macron. Alors bon, il peut essayer de maquiller l'élection, il peut essayer de dire que voilà, on va dire « Ah mais c'est quand même le meilleur hein. ». On peut être, il y a des gens qui lisent Raphaël Enthoven, hein, qui pense qu'il dit pas que des conneries, et lui va dire mais c'est le camp bourgeois en fait, hein. Vous voulez pas passer à l'aventure alors que nous on vous propose un avenir de merde avec des salaires dégradés, avec une inflation qui explose, une troisième guerre mondiale et puis la retraite à 65 ans pour ceux qui arriveront à l'âge de la retraite. Merde, c'est ça le camp de la raison, bordel. Alors votez pour ça, excusez-moi pour les gros mots, mais à un moment, hein, faut appeler un chat, et Raphaël Enthoven n'est pas un philosophe, hein, c'est voilà. Alors tout peut se passer hein, en 18 jours, absolument tout. Mercredi soir, le visage d'Emmanuel Macron est projeté sur l'écran du palais Nicaïa à Nice pendant 3 minutes. C'est le meeting à Nice, je vous en parlais vendredi, qui a été un flop total. Faut dire que t'as des mecs quand même qui vont à Nice pour voir Castaner, Véran, Bachelot, Cruello et l'autre là, le maire de Nice, Estrosi. Mais les gars, vous voulez pas voter Hidalgo plutôt ? Enfin, on fait une thérapie de groupe, hein, on fait un truc propre. Non, ça. Bon, les mecs aiment se faire du mal, tu peux rien, hein, c'est chacun sa vie sexuelle. Moi, je suis pas là pour juger. Et donc voilà, ça a été un énorme flop. Hein. Et oui, quelques minutes plus tard, il tacle voilà les études d'opinion qui donnent Macron large vainqueur. Apprenez que tous les grands sondeurs vivent aux dépens de ceux qui les écoutent. Voilà, donc ils savent que les sondages sont bidons, donc ils sont comme ça. Donc allez voter, parce qu'un second tour sans Macron est possible. On peut l'éliminer dès le premier tour, hein. C'est très simple. D'ailleurs, c'est Mélenchon qui le disait à Marseille, hein, si vous voulez faire barrage, un front républicain contre l'extrême droite, c'est dès le premier tour. Et vu qu'il y a quasiment que des candidats d'extrême droite, ça va être facile. Pour le reste, vous pouvez toujours hein, faire des ateliers de résilience en groupe autogéré, avec le pass sanitaire si vous aimez ça. Sinon, le barrage, c'est au premier tour, et vous pouvez virer Macron, et ce serait d'ailleurs normal, hein, puisque enfin, il suffit de se déplacer dans les rues pour voir un peu le bordel que c'est, quoi. Attendez, bien sûr que s'il descend dans l'arène, hein, il n'arrête pas. D'ailleurs, il va être à Dijon aujourd'hui, si ça c'est pas de l'arène. Hein, puis ensuite, il a fait France Bleu. Ok, propre. Belle arène, mon gars. Au-delà de ses craintes, Macron a demandé mercredi à ses soutiens d'aller chercher auprès des Français un véritable mandat pour les 5 années à venir. Parce qu'en fait, il sait qu'il va être élu comme un coton-tige si jamais il est élu, enfin comme rien, quoi. C'est-à-dire, le mec, hein, c'est un autotest président, quoi. C'est merde. Il va être élu à rien si jamais il est élu. Donc les gens vont dire, il a aucune légitimité. Même Gérard Larcher le dit. Hein. Bon, Gérard. Oui, je pense que s'il est élu avec quelques petites miettes, c'est pas un vrai président. Un vrai président, c'est comme une bonne profiterole au chocolat. C'est quelque chose, on croque dedans, il y a une vraie légitimité, on sait qu'on fait du gras, c'est ça un président. Pas un petit coton-tige que tu mets dans le nez. Voilà, ça me semble juste. Donc il veut une vraie grosse légitimité, Macron. Il l'aura pas. Ça va être compliqué. Hein. La Côte d'Usure, tu m'étonnes. En tout cas, merci pour vos abonnements, merci pour le partage de la revue de presse. Ça commence à bien prendre. Merci à vous, merci d'être là aussi dans ces moments difficiles, parce que vos messages m'ont fait chaud au cœur à toutes et à tous. Et puis on continue. Hein. Allez, je me dépêche parce que je dois partir. Benjamin Lemoine, spécialiste de la dette, sociologue, nous explique que depuis le Covid, les représentants de l'orthodoxie monétaire voient le sol se dérober sous leurs pieds. C'est vrai que les Christine Lagarde, les Villeroy de Galleux, etc., savent plus quoi dire. Hein. C'est genre, attendez, il faut la rembourser la dette, hein, avec un rein. Les 60% de Maastricht, ça veut plus rien dire. Depuis le Covid, en fait, ils font n'importe quoi. La planche à billets nous amène à l'inflation au bord de l'explosion. Les hedge funds s'inquiètent parce que la fusion-acquisition est en chute libre. Les banques, du coup, s'inquiètent parce qu'elles doivent faire des provisions encore plus pour sauver les actifs totalement qui daubent, hein, qui schlinguent. Et ça fait quoi ? Ça nous fait une énorme crise financière. Mais comme c'est la guerre en Ukraine, on va pouvoir redémarrer encore mieux. Ah, c'est chouette. Merci Vladou. Tu nous aides à sauver le système financier mondial sur notre dos. Et c'est nous qui allons payer, bien entendu, à coup d'impôts, de taxes exceptionnelles, d'efforts, hein, de fin des vacances. Les vacances d'été, c'est beaucoup trop long. Hein, une petite semaine de vacances de moins pour être plus productif. Allez, faut pas déconner. Puis la retraite, c'est pour les nuls, la retraite. Hein.
Ma maman, elle a été diagnostiquée Parkinson à 60 ans. Hein. Ils veulent nous faire bosser jusqu'à 65 ans. C'est propre, c'est propre. Le nombre de gens malades à partir de la cinquantaine aussi, même si c'est des petits trucs, hein, mais bon, c'est sûr, c'est une très bonne idée. Alors eux, c'est vrai, ils sont en bonne santé. Hein. Les mecs qui veulent te faire bosser jusqu'à la mort, généralement, c'est des gens comme Bayrou. Hein. Voilà. Donc bon, quand même. Hein, François? Allez. Il y a eu du monde. Orpea, enfin face à la justice. Vous savez, après le scandale des EHPAD, alors il y a eu Korian, hein, fantastique Korian. Alors eux, on n'en parle plus. Hein. Pourtant, c'est un groupe totalement dégueulasse avec vas-y, je m'en mets plein les fouilles, c'est tranquille. C'est des vieux, ils comprennent rien. Tiens, enlève-leur la framboise là. Tiens, non, on va les revendre au second marché, les framboises. Tu leur mets quoi à la place? Rien, une biscotte? Mais ils ont plus de dents. Bah, trempés dans l'eau, hein, des biscottes trempées dans l'eau. Tu diras à la famille que c'était une soirée anniversaire. Ouais, super. Mets des bougies sur la biscotte. Et voilà. C'est cher une bougie. Hein, Madame Michu, mais enfin, une bougie. C'est pas tous les jours qu'on les souffle, ces bougies. Ah bah oui, mais il y en a qu'une. Ah bah, ouais, mais non, on n'a pas les moyens pour en mettre 98. Hein. Eh ben, Orpea est désormais face à la justice. Alors, mais c'est quoi ce scandale Orpea, vous allez me dire, pour ceux qui n'ont pas suivi? Eh ben, c'est quand même Orpea, les chiffres clés en 2021, c'est 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 24,9% de marge, hein, d'EBITDA, c'est 7,8 milliards de dettes financières, 70 000 salariés dans 23 pays, c'est un gros groupe, hein. Attention, on va nous vendre le côté la petite larme à l'œil, mais c'est de l'emploi, ouais, bien sûr, mais c'est de l'emploi maltraité, hein, mais c'est pas grave. Et puis c'est 1156 cliniques et EHPAD, dont 372 en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu les fossoyeurs, hein, qui sont sortis, le livre enquête, hein, sur les EHPAD. Le 27 janvier, Orpea mandate les cabinets Grant Thornton et Alvarez et Marsal pour mener des audits externes, hein, et puis sauver leurs fesses. Le 30 janvier, limogeage du directeur général Yves Lemagne. Dis donc, t'as fait de la merde, allez va-t'en. C'est vous qui m'avez dit de faire de la merde. Tais-toi, va-t'en, tiens, prends ton chèque et tais-toi. D'accord. Ensuite, le 1er février, le gouvernement lance une enquête, hein, de l'IGAS et de l'IGF. Cette enquête qui devait être rendue publique, tellement elle est affreuse, et ils l'ont gardée dans les poches parce que sinon, ce serait la révolution. Hein. Les mecs descendraient dans les EHPAD avec des fourches, ils iraient chercher le directeur, ça finirait mal, il y aurait des morts. Donc ils ont préféré cacher l'enquête, hein, au nom du secret des affaires. Pas au nom de... C'est un peu de décence quand même. Hein. La démocratie, c'est quoi? C'est la transparence? Non? Ah non, pas en Macronie, pardon, excusez-moi. J'avais oublié qu'on n'était plus en démocratie, pardon. Le 2 février, audition des dirigeants d'Orpea. Hein. Philippe Charrier et Jean-Christophe remercient à l'Assemblée nationale. Le 7 mars, Brigitte Bourguignon et Olivier Véran annoncent des contrôles dans les 7500 EHPAD de France, hein, pendant 2 ans. Hein, voilà, donc là, ils sont prévenus. Donc ils ont refait l'entrée. Ils vont embaucher des gens. Ils vont être gentils pendant 2 ans. Puis après, vas-y que je te repasse la serpillière. Et le 26 mars, l'État porte plainte et réclame la restitution des sommes présumées détournées. On devrait faire pareil avec McKinsey, ça devrait aller aussi vite en fait. Dès maintenant, l'État devrait demander à McKinsey, Bain et compagnie, le Boston Consulting Group, de rendre l'argent qui a été payé pour des rapports qui servent à rien quand même. Hein, tu te rends compte, c'est de l'emploi fictif, les cabinets de conseil. Le truc sur les profs, 500 000 balles pour un truc qui n'a pas eu lieu, 2000 balles la page, hein, d'un petit livret de 50 pages qui sert à rien, du copier-coller de trucs qui sont déjà faits. Rendez l'argent. Je comprends même pas que là on soit pas tous dans la rue à dire mais putain, mais c'est quoi cette république bananière où les mecs, mais ils trouvent ça normal évidemment puisque leurs enfants bossent chez McKinsey, eux sont passés chez McKinsey, c'est un système en fait, on peut utiliser le terme de mafia bourgeoise en réalité, tu vois, c'est pas des mecs, ils apprennent pas à tuer dans les rues de Palerme, non, ils apprennent à faire des balance scorecards et des beaux PowerPoint, hein, à Londres ou à New York, et puis après ils viennent t'expliquer la vie. C'est une autre façon de créer le mal, hein, mais c'est tout aussi violent, hein, ça fait autant de morts, voire plus. Donc non, il faut qu'ils rendent l'argent maintenant, ça suffit. Donc là, il y a eu le rapport de l'IGAS qui n'a pas donc été rendu public, et l'État qui porte enfin plainte, mais attention, ils sont pas prêts de rembourser encore. C'est Philippe Charrier, donc le patron, qui présente ses excuses. Pardon. Aux résidents et à leurs familles. Hein. Je ne savais pas. Si tu savais, nous regrettons que le rapport définitif ne soit pas rendu public. Il permet en effet de conclure qu'il n'y a pas chez Orpea de système organisé qui aboutirait à de la maltraitance. Bah c'est dommage alors, il aurait fallu le rendre public ce rapport alors si c'était... Oui, parce qu'ils sont maltraitants mais pas exprès. Hein. C'est juste pour des sous. Voilà. En fait, le rapport montre qu'Orpea privilégie la performance financière sur le bien-être des résidents.
Les valeurs et les principes du groupe Orpea ont toujours été centrés sur le bien-être de nos résidents. Mister Castagnès sont battus en brèche. Le rationnement des protections urinaires n'est pas avéré. Le rapport dit clairement que notre prévention des escarres n'est pas un sujet. Seuls 3,4% des résidents portent des pansements à escarres. C'est un taux modéré. Les mecs parlent en taux, t'étais encore en train de dire « Non mais on va arrêter avec tes chiffres à la con ». Non, le mec parle encore de taux modéré, hein. Un escarre, c'est le truc, ça te fait mal, mais t'as pas idée. Hein. C'est quand tu peux plus bouger, que t'es coincé, enfin bref. C'est un taux modéré. 82% de nos EHPAD ont un médecin coordonnateur, alors que la moyenne nationale est de 67%. Les mecs sont perdus dans les chiffres, en fait. Ces gars-là, faut les prendre, faut les sortir, faut les mettre à Pôle emploi. Ils vont voir ce que c'est que les chiffres quand ils vont être chercher un vrai boulot, tu sais. C'est insupportable, ce monde qui est dominé par les pourcentages, par les chiffres, qui fait de la merde, de la maltraitance à la chaîne. Ça m'insupporte, j'en ai ras le cul. Voilà. Craignez-vous pour la pérennité du groupe Orpea ? Je pourrais évoquer les enjeux économiques extrêmement sérieux pour une entreprise française en fort développement qui emploie 70 000 personnes. Mais je préfère parler de la souffrance des collaborateurs d'Orpea. Depuis des semaines, ils subissent une constante stigmatisation. Un petit peu de victimisation, ça c'est du bon média training, ça. Ça écoute mon gars, hein, c'est vraiment du bon média training. Hein. Voilà. Bien joué Philippe Charrier, très belle interview, on éteint l'incendie, pas du tout, hein, ça continue à être de la merde, mais c'est formidable, c'est de la merde qu'on éponge avec des couches rationnées. Hop. Et puis les éleveurs de volailles démunis face à l'ampleur de la grippe aviaire. Et oui, des millions de canards d'oies dans le sud-ouest, en Vendée, sur la côte atlantique, touchés par une grippe aviaire particulièrement féroce cette année. Et ils demandent, mais pourquoi on vaccine pas nos canards ? On a bien vacciné, hein, tous les humains quasiment, avec un truc qui marche, le machin. Eh ben non. Pas pour les canards. La violence qui revient, hein, la violence sur les écrans qui rend les ados agressifs parce qu'en fait le cerveau s'habitue à voir de la violence, donc du coup ils deviennent violents, donc du coup ils consomment encore plus de violence. C'est super bien foutu avec un Will Smith qui fout une baffe en pleine cérémonie des Oscars. C'est encore un beau modèle hein, de société qu'on propose à nos gamins. C'est vrai, pourquoi pas. Mais alors la violence, les enfants, d'accord. Mais pourquoi on ne ferait pas une révolution prolétarienne hein, à base de fourches, à base de soviets également hein. On peut reprendre, hein, à la base le communisme n'est pas une idée sale. Le stalinisme en a fait quelque chose d'un peu particulier, mais je pense que exproprier les grands propriétaires terriens, reprendre les outils de production pour être mieux payés et pouvoir vivre tranquillement et faire une semaine de 3 jours, arriver à dire que finalement on peut prendre les avoirs des oligarques russes, pourquoi on prendrait pas les avoirs de tous les multimilliardaires qui savent plus quoi faire de leur thune et foutre en l'air les métavers pour enfin pouvoir vivre et manger sainement. Ça me paraît une bonne chose. Donc les enfants, si vous voulez vous amuser avec de la violence, on peut faire une révolution prolétarienne. Il suffit pour ça de s'armer d'une fourche sur le métavers, une fourche. Non, les enfants, c'est mal la violence. Hein, sauf si c'est pour une révolution politique. Et encore. Hein, parce qu'après, non, mais la violence de Macron, hein, on en parle. Parce que là, Zemmour, vous avez vu, il y a eu le meeting de Zemmour. Alors, cette affiche, il n'y a rien qui va. Hein. C'est le grand oral de la présidentielle. Quelle France de demain ? Les candidats vous répondent. Les candidats, ils sont trop mal dessinés. Les mecs qui posent les questions, c'est Bruno Jeudi et Sonia Mabrouk. C'est Europe 1 Paris Match, le journal du dimanche. Autant vous dire que là, faut pas regarder. Hein. Mais bon, les gens vont regarder. Hein. Et donc, oui, c'est le meeting d'Éric Zemmour. Il y a eu un petit souci parce que voilà, les gens ont dit Macron assassin. Et là, ça a été le scandale. Et tout le monde a dit mais il n'a pas le droit de dire ça. Regardez ce que dit BFM. Ils sont outrés. Philippe, ce qui vous a frappé, c'est qu'Éric Zemmour, à ce moment-là, ne semble pas demander à la foule de se calmer. Qu'est-ce que ça veut dire assassin ? Assassin, ça veut dire un meurtre avec préméditation. Qu'est-ce que dit cette foule ? Que le président de la République a prémédité la mort de Français ? Qu'est-ce que c'est ? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la foule accuse le président de la République d'avoir prémédité la mort de Français. C'est extrêmement grave. À ce moment-là, il y a un moment de vérité. Oh là 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 là. Non, ce qui est scandaleux, c'est d'avoir mutilé des manifestants, hein, un coup de LBD dans la gueule, hein, et de dire après de faire des leçons à tout le monde. Macron assassin, mais ça reste à prouver. Allons au pénal, pourquoi pas. Le Rivotril, c'était pas de l'assassinat. Non, c'était pour abréger les souffrances des gens, interdire des médicaments qui marchent. Non plus, c'est normal, c'est pas grave. Donc ouais, les gens, c'est pas grave. Hein. La fausse polémique à 2 balles, ça va. Sinon, on a des nouvelles d'Alain Finkielkraut. Hein. On avait peur pour sa santé. Alors, le dessin ne lui ressemble pas du tout, mais c'est bien Alain Finkielkraut qui revient dans les pages du Figaro et qui nous rassure à moitié sur sa santé. Hein. Je le sens fatigué quand même, Alain.
Voilà, et à la suite d'une bénigne opération, il a contracté une maladie nosocomiale, 3 vertèbres infectées, long séjour à l'hôpital, 2 interventions chirurgicales très périlleuses qui auraient pu me laisser paraplégique, et bientôt 3 mois de douleur et d'effroi. Je sors de l'enfer et je fais le trajet inverse à celui de la grande vieillesse. Je me réapproprie peu à peu les gestes élémentaires de la vie quotidienne. Je marche avec un déambulateur, j'utilise des cannes, mais une kinésithérapeute ferme et douce remuscle mes jambes et fait patiemment de moi un homme comme les autres. Donc voilà, propre rétablissement à Alain Finkielkraut qui nous rassure sur son état de santé qui va mal. Donc il va pouvoir à nouveau débattre. Alors il remercie la directrice de France Culture qui fait des rediffs de ses émissions, puisqu'en fait il a des migraines, c'est plus l'Alain Finkielkraut qu'on a connu. Voilà, les maladies nosocomiales, c'est parce que on a de la résistance aux antibiotiques. On en parle tout à l'heure, là, dans 1 minute, puisque je dois partir dans 10 minutes à peu près. Donc c'est une revue express, vous m'en excuserez, mais on reste quand même dans la bonne humeur malgré les circonstances. Je parle peut-être encore plus vite que d'habitude, je m'en excuse, mais c'est la revue de presse du monde moderne. Que voulez-vous, les enfants, c'est les amis, les modernos, les jeunes gens modernes. On fait avec ce qu'on a, voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est important pour nous, l'objectif étant de 600 abonnés à la fin du mois. On les aura pas, on est complètement en dehors de l'objectif. Là, je suis très mécontent. Ma balance scorecard de dirigeant d'Orpea n'est pas du tout à la hauteur. En tout cas, les carburants. Alléluia, vous pouvez dire merci Castex. La remise sera de 18 centimes et pas 15 centimes. Tiens, pour le personnel, je vous laisse les 3 centimes. Non, c'est un cadeau que je fais comme ça aux pompistes. Ouais, je le connais, c'est un cousin de mon frère qui était à l'armée avec lui. Donc du coup, voilà, les 3 centimes. Non, mais gardez-les. Non, mais vous vous rendez compte? L'arnaque? Non, plutôt que d'aller chez Total et de dire « Non, rends la thune, toi. Ça suffit, tiens, tu fais l'essence à 1 €, ça suffira bien pour tout le monde. » Putain! Il faudrait dire merci, tu sais. Non, mais... Non. Ensuite, Bercy qui ralloue 6 milliards à son plan de résilience. Alors c'est pour tenir jusqu'aux élections avant que ça pète. C'est pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Et puis c'est pour justement la prime de 18 centimes d'essence. Il y en a 3 milliards qui vont être dépensés là-dedans. Plutôt que d'aller chercher les milliards chez Total qu'on n'a rien à foutre, qui est en train de se dire comment je fais pour plus acheter de gaz russe, moi, parce que j'avais des gros trucs dans le gaz. Comment? Vous allez voir, on a un plan pour le gaz, pour échapper au gaz russe, c'est qu'on va récupérer du gaz liquéfié américain. Alors c'est nul pour l'environnement, ça coûte super cher, c'est pourri pour les voitures, pour tout, mais c'est pas grave, on va être indépendant des Russes, pas des Américains. Ça, vous allez voir, c'est tout l'inverse. Et pourquoi on parle de résilience? Ben oui, parce que c'est encore un coup de Papy Schwab. Eh oui, 3 clés pour un futur résilient après la pandémie. Eh oui, les amis, c'est moi qui ai fait tout un papier sur la résilience. Eh oui, tous ces cons qui nous parlent de résilience, pardon, ces cons... Ces gouvernants, c'est juste encore de la novlangue davosienne. La résilience, c'est quoi? C'est pour te dire, tu vas en chier, tu ne seras plus propriétaire, mais tu seras heureux. Car résilient. Non, je vais faire la révolution prolétarienne, en fait, monsieur Schwab. Je vais venir à Davos avec mes copains, mes tracteurs, mes fourches, et puis on va rigoler. Voilà. Non, mais on va faire simple, on va aller plus vite maintenant, parce que ça suffit, j'en ai marre de faire le con. N'ayez pas peur de Biden, ça c'est Les Échos, le journal de Bernard Arnault qui nous dit « Ah, il est formidable ce Biden, il insulte Poutine tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Poutine? C'est un balai à chiottes !» Là, t'as la Maison-Blanche qui fait « Non, il a pas vraiment dit ça. Non, il le pense pas, non, il disait ça, mais en fait, il parlait de son dentier qui était tombé dans les chiottes. Ah, d'accord. » Et le lendemain, il revient « Et qu'est-ce que vous pensez de Poutine? Poutine, c'est une merde de chien sur un trottoir qui pue le caniche mort. » Non, mais il disait pas ça en fait, il parlait pas de Poutine, il parlait de son chien à la Maison-Blanche qui avait des soucis de santé. Ah d'accord, le surlendemain, tu reviens voir Biden et tu fais... Et alors? Et Biden quand même, le mec, alors... N'ayez pas peur, attention quand même les enfants, attention. Je pense que vous pouvez avoir peur. Alors je sais pas qui est le gosse, mais quand même, je connais pas beaucoup de grands-pères qui font ça pour faire des bisous. Alors, c'est glaçant cette vidéo de Papy Joe. Donc voilà, c'est assez flippant. C'est ultra malaisant. Et puis le côté, tiens, je te prends, puis après, hop, tiens, je te repousse.
J'ai vomi, moi aussi j'ai vomi, j'avoue. C'est le monde libre, les gars, déconnez pas, c'est des valeurs de démocratie, d'ouverture, de bonne santé, de prospérité, ça fait revenir l'être aimé, ça démarre les mobylettes avec du gaz de schiste liquéfié. Mais sinon c'est super, hein, ça s'appelle les États-Unis et c'est Joe Biden. Donc attention, hein, n'ayez pas peur, sauf si vous êtes un enfant de moins de 10 ans, hein, c'est compliqué. Et puis alors il y a le fils Biden, j'en ferai peut-être une vidéo parce que quand même, le clan Biden, l'Ukraine, la corruption, la drogue, les prostituées mineures, tout ça, bon, c'est des trucs, bon, c'est vrai, il faudrait en parler davantage pour comprendre le monde de pourri dans lequel nous vivons. C'est ce qu'on fait tous les matins avec le sourire dans la revue de presse. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Je sais pas pourquoi vous faites ça, parce qu'on se fait mal quand même, on se fait mal. Alors l'antibiorésistance, ce fléau sanitaire qui fait qu'à la fin que le crotte est obligé d'avoir une maladie nosocomiale et de faire des opérations qui ont failli le laisser paraplégique. Pourquoi ? Parce qu'on prend trop d'antibiotiques, mais surtout les élevages qui utilisent les antibiotiques pour faire de la croissance. Résultat, les animaux sont résistants, les humains sont résistants, et t'as beau prendre plein d'antibiotiques, t'es quand même malade. Ah bah oui, c'est comme le Covid, hein, faut faire plein de trucs. À propos d'indépendance, l'armée européenne avance à grands pas, la preuve, Airbus va équiper son drone avec un moteur américain. Ah ouais, du groupe General Electric. Ils auraient pu prendre Safran hein, pour équiper le moteur du futur Eurodrone. Non, ils se sont dit c'est mieux d'être sympa avec les Américains, sinon on serait pas assez dépendant. Et puis à propos de dépendance, tiens, c'est le port du Havre, chez Cruello, qui va se doter d'un nouveau terminal d'importation de gaz liquéfié. Mais comme c'est mignon, comme c'est gentil, bah oui, parce que les Américains, ils sont gentils, ils vont nous vendre du gaz liquéfié avec des gros bateaux qui vont traverser l'Atlantique pour nous sauver du méchant gaz russe. Merci Joe. Tu peux enlever ta main de mes fesses ? Merci. Et puis lors de la mobilisation générale pour éviter le blackout a commencé. Alors ok, vous savez quoi ? C'est un mec qui nous dit ça, c'est... Je me dépêche. C'est triste hein, parce que j'avais plein de choses à dire. C'est Jean-François Carenco, président de la commission de régulation de l'énergie, qui dit « Chacun doit faire un effort, les industriels, le tertiaire, les bâtiments publics, mais chacun aussi d'entre nous. » Bon, je dis ça parce que le mec a des moustaches, il est assez mignon, il est mignon comme tout, Jean-François Carenco. Mais il t'explique qu'en gros, il va falloir faire des efforts. Alors je veux bien, ok, on va faire des efforts, on va arrêter de se chauffer, et puis on va arrêter de manger. Hein, voilà. Mais continuez de regarder la revue de presse du Monde Moderne, c'est super important. On a besoin de vous ici, vous savez, on souffle-ferme tous les matins pour ça. Et puis, Covid, alors je finis là-dessus, parce que c'est quand même un article génial, pareil dans les Échos, le canard de Bernard Arnault, vers un vaccin universel. Bon, un prototype. Alors ça commence bien l'article, puis vous allez voir, ça finit complètement en eau de boudin. C'est une nouvelle biotech américaine qui s'appelle Phylex Bioscience, qui publie des résultats précliniques concluants sur son vaccin ARN. Encore ? Ouais, mais c'est un vaccin qui marche cette fois-ci apparemment. Une 5e vague de Covid enfle en France, malgré un taux de vaccination de la population parmi les plus élevés au monde. Ça, c'est l'article qui commence. Tu te dis, ah bah ouais, c'est que le vaccin marche pas. Non. Elle résulte de l'apparition d'une nouvelle lignée du variant Omicron combiné à l'abandon des gestes barrières. Ah oui, parce que c'est Macron, il nous a dit qu'on avait le droit de se faire des bisous et tout, d'être tout nu dans les bureaux de vote, tout ça, parce que c'est... Non, ça n'a rien à voir. D'où la question légitime. Quand disposera-t-on enfin d'un vaccin qui empêche vraiment l'infection et ne se borne pas seulement à éviter les formes graves ? Mais c'est vrai ça, quand ? Si Olivier Véran peut lire cet article. Mais quand est-ce qu'on aura un vaccin qui marche ? Bon, ils le disent pas comme ça, mais en gros, pardon. Va-t-il falloir se revacciner sans cesse ? Et avec quelle périodicité ? Merci de poser la question, Catherine Ducret, qui écrit l'article. Alors, les travaux pour mettre au point un nouveau vaccin, ça avance super. Donc là, ils ont un nouvel ARN, plus chargé, qui permet de créer plus d'anticorps. Ouais, à base d'Omicron et de Delta. Alors, ils sont contents, ils ont dit c'est super, donc on est contents, nous attendons qu'ils soient un peu plus stabilisés pour voir ce qu'on met dans l'ARN. Hein. Alors, ils ont pris un peu de spike, mais un peu moins, mais bon, en gros, tu vas produire plus d'anticorps. Maintenant, l'article finit comme ça. Quant à la question de la durée de protection offerte par ce vaccin, il est impossible d'y répondre aujourd'hui. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Si, elle dépend en effet non pas des anticorps, mais de l'immunité dite cellulaire reposant sur les lymphocytes, les globules blancs T et B. Or, il est très difficile d'identifier les lymphocytes spécifiquement liés à un virus. Seules les futures études cliniques permettront de connaître la durée de protection. Voilà, donc autant dire que on va se faire inoculer je sais pas combien de bidules à ARN pour être sûr que ça marche pas. En tout cas, oui, c'est ça, l'immunité naturelle, ça s'appelle. Donc pour ça, buvez du cognac, non, avec modération. Écoutez la revue de presse.
C'est tous les matins ou presque. Elle sera plus longue demain. Voilà. Et puis, voilà, quand même, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé un réseau digne de ce nom. Et on peut être en direct quasiment en 4K. Et ça fait plaisir. On peut voir, regarde, tous les points noirs, les poils qui sont pas mis. C'est vraiment la classe. Allez, je vous aime. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et abonnez-vous, mettez des pouces, parlez-en, partagez un max, faites qu'on soit 2000 cette semaine, allez, ce serait sympa, allez, soyez sympa, merde, c'est les élections présidentielles quand même, quoi. Allez, je vous fais des bisous, à demain, ciao.